Ils sont passés à l'acte et ça n'est pas étonnant. Comment cela est-il possible? Dans les démocraties occidentales, il y a une incapacité à comprendre que le logiciel démocratique de ces sociétés est totalement étranger à ceux qui nous agressent. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un thème sous forme de questionnement dans le sillage du massacre de Sydney. Va-t-on dans les capitales occidentales vers une globalisation de l'intifada, un slogan qui a retenti dans les rues de Paris et de Londres juste après la tuerie barbare de Sydney? Pour en parler avec nous en ligne depuis Paris, Jacques Tarnero. Jacques, bonjour et shalom. Bonjour Richard. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes essayiste, scénariste et analyste des dérives de la scène politique française et européenne, en même temps qu'auteur du livre Le nom de trop, Israël illégitime, qui est paru en 2011 aux éditions Armand Collin. Alors, rentrons dans le vif de notre sujet, notre entretien. 2 ans et 2 mois après le 7 octobre 2023, un autre massacre de Juifs a encore eu lieu, cette fois sur une plage près de Sydney, où l'on s'apprêtait à fêter l'allumage de la première bougie de Hanouka. Alors, selon vous, s'agit-il là d'une sorte d'attaque isolée par ce qu'on appelait à un moment les loups solitaires, ou d'un acte terroriste délibéré du djihad global? C'est un acte terroriste du djihad global. C'est une réplique du 7 octobre 2023. C'est la continuité en Australie, à des milliers de kilomètres d'Israël ou de Gaza, que se produit une attaque anti-juive très clairement identifiée comme telle, puisqu'elle a visé des Juifs en train de célébrer Hanouka, et elle a été menée par 2 personnes d'origine pakistanaise. Alors, je ne connais pas encore le détail de leur pédigré, mais c'était bien évidemment une attaque islamiste ou menée au nom des déterminants de l'État islamique ou du djihad global, appelons les choses par leur nom. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, autre question consécutive, j'allais dire, après 2 années de milliers, voire de dizaines de milliers de cortèges pro-palestiniens, wokistes, antisionistes, anti-judaïques, sans cesse tolérés dans nombre de capitales occidentales par des gouvernements pleutres et aveugles, on serait donc passé désormais, après Sydney, des chants antisionistes et du slogan génocidaire « La Palestine du fleuve à la mer » à, cette fois-ci, un massacre islamiste en bonne et due forme, j'allais dire. Alors, comment expliquez-vous ce switch, ce passage désastreux de ce que Eliane Amadova-Lévy-Valency avait dit, de la dignité des mots à l'indignité des mots et des actes? Les paroles de Madame Lévy-Valency étaient prémonitoires et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. L'indignité des mots, l'indignité des formules, mais qui a été renversée au profit d'une prétention à la vertu, à la défense des miséreux, des faibles, Ils sont passés à l'acte et ça n'est pas étonnant. Comment cela est-il possible? Dans les démocraties occidentales, il y a une incapacité à comprendre que le logiciel démocratique de ces sociétés est totalement étranger à ceux qui nous agressent. Ils ne se battent pas pour un État. Le criminel djihadiste n'a qu'une seule ambition. Ça n'est pas la cause palestinienne, ça n'est pas le projet d'un État palestinien. Leur projet est l'anéantissement des Juifs. Et en ce sens, la filiation entre le nazisme et l'islamisme est évidente.
Mais cette vérité-là, l'Occident est incapable de le comprendre. Alors, ces derniers jours, justement, on a vu à Londres, à Paris et même ailleurs, des rassemblements pro-palestiniens, je crois qu'à Paris c'était dans le quartier de Ménilmontant, qui hurlaient le nouveau slogan « Globalisons l'intifada ». Et face à cela, qu'est-ce qu'on fait, ne serait-ce qu'en France, le préfet de police et le gouvernement français, qui se vantent sans cesse de leur zèle à lutter contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est la suite des mêmes comportements et que de la part des autorités de la République française, ils maintiennent ce logiciel de base qui est faux, qui est celui du pas d'amalgame. Attention, mais personne n'amalgame. Les faits sont là pour le dire. Il y a dans le monde occidental, vu la présence massive de populations d'origine arabo-musulmane, l'imprégnation des mots d'ordre qui nous viennent d'Al-Qaïda ou de tous ces substituts, quels qu'ils soient, et c'est devenu le code comportemental de ces populations. Alors M. Nunez peut très bien, et je le crois volontiers, qu'il lutte contre l'antisémitisme. Mais il ne comprend pas, M. Nunez, que pour lutter contre cet antisémitisme-là, il faut changer de concept. Il faut comprendre que les concepts de l'ennemi ne sont pas les nôtres. Ils n'ont pas de souci démocratique. Ils n'ont pas de souci d'esprit critique. Non, ils annonnent et ils passent à l'acte, comme à Sydney. Le massacre de Sydney marque une étape. Et si le monde occidental, si en Angleterre, si à Paris, si en Espagne ou en Italie, on ne comprend pas que massacrer les Juifs précède l'attaque globale du djihad contre ceux qui ne sont pas dans la Oumma, le rassemblement des croyants, ils ne comprennent pas et ils ne pourront pas lutter contre, ou ils lutteront à côté, car ils leur feront crédit, l'Occident fait encore crédit d'une capacité critique de ce qu'est l'islamisme, et je vais même changer les mots, de ce qu'est la réalité de l'islam pour une partie du monde musulman. Alors, est-ce que, selon vous, le fait, malgré tout, qu'on a appris il y a quelques jours que le gouvernement britannique, c'est un peu surprenant vu son hostilité, d'abord parce qu'il est autiste, comme vous le disiez, comme beaucoup de gouvernements occidentaux, mais aussi parce qu'il n'est pas très favorable à l'État d'Israël, le gouvernement britannique a tout de même prévenu et fait savoir que tous les manifestants qui déclameraient ce slogan globalisons l'intifada ou qui brandiraient ce même slogan sur des pancartes pourraient être arrêtés par la police et comparaître devant la justice. Est-ce que c'est le début d'un réveil à Londres au moins ? Peut-être, partiellement, mais c'est tardif et c'est faible, car ils ont en face d'eux d'autres ennemis. Vous savez, il y a eu cette phrase de José Maria Aznar, il y a bien longtemps. « Si Israël tombe, nous tomberons tous. » Eh bien, l'Occident est en train de tomber. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, le Premier ministre australien, hier ou avant-hier, a fait ses excuses auprès de la communauté juive. Il aurait pu agir plus tôt quand, dès le 9 octobre 2023, il y a eu à Sydney d'énormes manifestations où il était écrit « Gazez les Juifs »,« Fuck the Jews », et tout ça a commencé quand ? Tout ça a commencé à la conférence de Durban l'été 2001, juste avant l'attaque par Al-Qaïda des tours du World Trade Center. Quant à la conférence de Durban, qui était une conférence de l'ONU pour statuer sur l'état du racisme, cette conférence s'est transformée en grand rassemblement antisémite à l'abri de l'ONU.
il y a eu des tracts qui étaient distribués à Durban qui disaient que à propos d'Hitler. À la gloire d'Hitler, Ouais. à la gloire d'Hitler. Si on n'a pas compris, mais il y a une lenteur des pays démocratiques par rapport à ça. Ils ne veulent pas voir ce qui est évident. L'ONU est complice, l'UNRWA, qui est une filiale de l'ONU, est complice. C'est terrifiant. Je ne sais pas quel sera le prix à payer pour qu'il y ait un réveil démocratique, mais parce que l'ennemi est dans nos murs. Alors, comme vous êtes justement à Paris, vous vivez à Paris, comment cette dérive consécutive à la tuerie de Sydney, qui constitue effectivement un véritable tournant, comment est-elle vécue en France, notamment dans la communauté juive et aussi auprès de ses dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'atmosphère que vous percevez? Je pense que la communauté juive a compris ce qui se passe depuis très longtemps. Il y a eu une foule de chercheurs, d'analystes, de journalistes. Il vient d'y avoir un procès perdu par la France insoumise qui s'était offusqué que Raphaël Antoven la traita de parti joyeusement anti-juif. Je pense que le problème n'est pas du côté de la communauté juive. Il y a un faisceau d'indices ou de complices, passifs ou actifs, qui sont à l'œuvre. En France, le groupe politique La France Insoumise est le premier vecteur de banalisation de la haine anti-juive sous couvert d'hostilité à Israël. Ils n'ont pas compris que la haine anti-israélienne est porteuse de cela. Vous avez un autre grand vecteur. Le journal Le Monde publie d'ailleurs une grande tribune de Madame Eva Illouz, chercheuse franco-israélienne à l'École des hautes études, que Le Monde publie. Ce que n'a pas compris Eva Illouz, comme ce que n'a pas compris Elie Barnavi, c'est que publier aujourd'hui dans le journal Le Monde un commentaire critique acerbe à la fois de la forme contemporaine de l'antisémitisme, mais pondéré par une critique acerbe de la politique du gouvernement israélien, c'est permettre à ce journal de continuer à induire, à injecter des propos extraordinairement suspects à l'égard d'Israël, à l'égard du sionisme. Le journal Le Monde, dont le rédacteur en chef adjoint, Benjamin Barthes, publie, co-signe des tweets de son épouse palestinienne qui a approuvé le massacre du 7 octobre 2023. Que ça ne paraisse pas être un conflit d'intérêts à l'intérieur de la Société des journalistes du monde est stupéfiant. Voilà le rédacteur en chef adjoint du service étranger du Monde, qui est un acteur de la haine radicale anti-israélienne. Et donc voilà deux vecteurs extrêmement importants, le parti La France Insoumise et le journal Le Monde, qui s'est auto-qualifié depuis très longtemps de journal de référence. Ça n'est plus le journal d'André Fontaine, ça n'est plus le journal de Pierre Viançon-Ponté, c'est un journal douteux, et tout ça a commencé quand, en 1977, le journal publiait sur une pleine page, c'était le début de l'affaire Forisson, un point de vue de Georges Wellers, qui était le directeur du Centre de documentation juive contemporaine, et Robert Forisson
une parole pour les juifs, une parole pour les antisémites. Et comme ça, la démocratie journalistique est sauvegardée. Voilà où on en est. Alors déjà, en 2001, puis vous évoquiez les attentats du 11 septembre 2001, quelques heures après la double attaque sur New York et sur Washington, vous publiez, une attaque de Al-Qaïda à l'époque, vous avez publié dans ce quotidien Le Monde un article de fond intitulé, je le rappelle, De Jérusalem à Durban, vous en avez parlé à l'instant, les jouisseurs de haine, dans lequel, un article donc, dans lequel vous expliquiez déjà que le conflit israélo-palestinien est tout sauf un conflit territorial, mais bien autre chose. Et donc, il faut quand même le dire, bien avant les tueries de l'école d'Otsar Torah de Toulouse en 2012, ou celle de Charlie Hebdo du Bataclan et des terrasses de café à Paris en 2015, et bien sûr sans parler du 7 octobre. Donc on était déjà, une certaine logique s'est déjà engagée, était déjà à l'œuvre, je dirais, il y a presque un quart de siècle. Tout à fait. Je rappelle pour mon plaisir personnel, si j'ose dire, la conclusion de cet article, qui était « Et si, à Durban, comme jadis à Nuremberg ou comme à la Lubyanka, une nouvelle barbarie était en train de se lever ». Cet article était prémonitoire. Par un hasard extraordinaire, il a été publié dans Le Monde, daté du 11 septembre 2001, et comme il avait été publié par je ne sais pas quelle complicité secrète à l'intérieur de la rédaction du Monde, j'avais été invité à France 3. Et Madame Élise Lucet, qui à l'époque était la présentatrice du Journal du Soir, me demande si je connais, si je sais qui sont les auteurs de l'attentat de New York. Je lui dis, je n'en ai aucune idée. Mais je rappelle que cet attentat a eu lieu 15 jours après la conférence de Durban, où on a crié « mort à Israël, mort à l'Amérique ». Et Madame Élise Lucet me répond « qu'est-ce qui s'est passé à Durban ?» Si vous voulez, une des raisons premières, c'est l'analphabétisme journalistique et la stupidité journalistique qui règne dans certains médias, fussent-ils de bonne volonté. Et ce papier a commencé à amorcer, à dérouler une somme d'analyse. D'analyse. J'avais aussi publié miraculeusement dans Le Monde, en 1986, un grand papier qui avait été publié en 4e de couverture et dont le titre était « Djihad et crimes contre l'humanité ». Quand vous reprenez ce qui caractérise la définition du crime contre l'humanité élaboré après le procès de Nuremberg et ce qui caractérise le projet djihadiste, l'un recouvre l'autre. Le djihad relève du crime contre l'humanité. Pourquoi ? Alors il faudrait que la réaction vienne du monde musulman lui-même, pour qu'il réforme cela, pour qu'il le dise, pour qu'il dise on abandonne cette notion, ce concept. S'ils n'en sont pas capables, alors que les chefs d'État européens disent, et américains disent, le djihad est impensable, inadmissible dans nos sociétés. Il ne peut pas avoir un projet de guerre qui soit celui de détruire, de réduire en esclavage, de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et pour le moment, on n'en est pas là. L'esprit critique n'existe pas dans le monde musulman, puisque le Coran est un texte dicté par Dieu, on ne peut pas corriger Dieu. C'est effectivement très compliqué. Il n'y a pas eu d'esprit de réforme, il n'y a pas eu de haskalah dans le monde musulman. Tout ça est impossible. C'est hors de cette culture.
Alors justement... Seul le fasse, c'est Boualem sans salle. Seul contre tous, on pourrait dire. Ces derniers jours, aux côtés de dizaines de personnalités françaises, vous venez de co-signer un texte en forme de déclaration solennelle intitulé « Nous, Français de toutes origines, croyants ou non, appelons à un sursaut face au péril antisémite ». Le texte est très bien rédigé. Il est signé d'une vingtaine donc, de personnalités françaises de toute appartenance, y compris de plusieurs musulmans. Alors, qui a été à l'initiative de cette démarche ? C'est peut-être vous, d'ailleurs. Et quelle suite pensez-vous donner à ce texte ? Je pense, c'est un papier, je suis co-signataire, mais je ne suis pas l'auteur du texte, mais je pense que cet article devrait occuper une pleine page dans les journaux et qu'il soit publié régulièrement. Il faut qu'il recommence. Cet appel a le mérite de dire les choses, et c'est un appel à la prise de conscience. Si les gens aujourd'hui, après Sydney, n'ont pas compris ce qu'est l'ennemi, bon, il n'y a plus qu'à... C'est désespérant, c'est désolant, c'est un... Bien sûr que cet article doit être reproduit, doit être rediffusé, et surtout signé, pas que par les juifs. Il faut qu'il soit signé par la plupart des gens qui ont le souci de la vérité et de la justice. Alors, si vous voulez bien, pour terminer, je vais citer le premier paragraphe de cet article qui n'est pas très long, mais qui est quand même assez dense et intéressant. Alors voilà, nous, Français de naissance ou d'adoption, Français venus d'Europe, d'Orient, d'Afrique du Nord, profondément attachés au modèle républicain, nous appelons par cette tribune à un sursaut face au péril antisémite. À Sydney, des Juifs ont été assassinés de sang-froid alors qu'ils célébraient Hanouka, la fête des Lumières, symbole d'espoir et de paix. Cette tuerie nous a saisis d'effroi. Elle ne s'est pas produite dans l'ombre d'un conflit lointain, ni sur un champ de bataille, mais au cœur d'une démocratie, dans un moment de communion et de joie. Ce seul fait devrait suffire à réveiller les consciences. Et la phrase se poursuit. L'attentat de Bondi Beach, le pire qu'ait connu l'Australie dans son histoire, n'est ni un acte isolé, comme nous le disions nous-mêmes d'ailleurs tout à l'heure, ni un banal fait divers. Il s'inscrit dans une séquence globale de radicalisation et de violence amorcée le 7 octobre 2023, dans laquelle les Juifs sont redevenus des cibles prioritaires. Il est aussi l'aboutissement tragique d'un aveuglement collectif. Il ne s'agit pas d'une confusion, mais d'une dérive caractérisée. Dans certaines manifestations se réclamant de la cause palestinienne, des slogans de haine ont été scandés sans ambiguïté. Fin de citation. Et donc on est avec ce texte... dans une démarche, d'après vous, donc, quelle suite pourrait-il y avoir ? Est-ce que d'autres signataires vont le rejoindre ? Et quelle démarche pensez-vous qu'il pourrait permettre de faire par la suite ? Je pense qu'il faut une mobilisation intellectuelle et politique de soutien à ce texte, de participation à ce texte. Mais quand vous pensez qu'en France, un parti comme la France insoumise va être candidat dans de très nombreuses municipalités pour les élections municipales, ce parti, qui est le relais des tueurs islamistes et de la haine anti-juive, lisez le livre de l'avocat Richard Malka, qui est sa plaidoirie qu'il a gagnée contre la France insoumise. Il est limpide, il est clair, mais que représente-t-il ? Je ne sais pas. Toujours est-il que nommer l'ennemi pour ce qu'il est, voilà un parti, la France insoumise, dont la matrice est la haine d'Israël, la haine explicite d'Israël, avec Madame Rima Hassan comme grande prêtresse et comme grande porte-parole, est une menace pour la France, pour la République, pour la vérité. Jacques Méternero, merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré du temps et d'avoir pu participer à cet entretien. On reprendra contact peut-être dans quelques semaines. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci beaucoup, Richard.